Est-ce qu'on peut changer d'avis sur un film? C'est une question que j'ai eu envie de me poser, et c'est une question à laquelle on va essayer de trouver une réponse au travers de cette vidéo. Alors, je vais être sincère tout de suite, cette idée de vidéo, je ne l'ai pas eue tout seul. Je l'ai eue parce que Chris Stuckman, un YouTuber américain que je suis beaucoup, a dernièrement publié une vidéo comme ça où il évoquait le fait que potentiellement ça lui est arrivé au fur et à mesure de sa carrière en tant que critique sur YouTube de changer d'avis autour d'un film. Du coup, c'est une vraie question que j'ai envie de me poser parce que ça va un peu à l'encontre même du YouTuber que de revenir sur son propos, sur ce qu'il a pu dire sur un film, sur une critique, sur un avis. Parce que un avis, très clairement, lorsqu'il est évoqué sur YouTube, c'est comme s'il était gravé dans le marbre et que c'était compliqué de revenir dessus. Parce que si on revient dessus, on va forcément nous dire « Ouais, mais dans telle vidéo, tu as dit que tel film, tu l'aimais pas, alors que maintenant, aujourd'hui, tu l'aimes bien. » C'est une vaste question. C'est vrai que c'est un moment compliqué dans la vie d'un critique que de se dire « À ce moment-là, j'ai peut-être pas eu le meilleur regard sur un film, et maintenant, il faut que je prenne le recul nécessaire pour réussir à dire « Ce film, avec le temps, j'ai réussi à lui trouver un sens. » Je vais me servir de quelques exemples qui me semblent personnels au travers de cette vidéo pour vous évoquer à quel point je pense l'avis d'un spectateur ou d'un critique change en fonction de son âge, en fonction de l'époque à laquelle il a vu le film, en fonction du contexte aussi, c'est un truc très bête. Mais je pense profondément que c'est des petits éléments comme ça qui font que, en tant qu'amateur de cinéma ou amateur de spectacle, on peut parfois avoir un avis qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Par exemple, c'est un truc tout bête, mais je suis sûr que vous avez été nombreux des fois à aller à un concert et à vous dire « c'est bête, mais j'ai pas aimé la performance de tel artiste sur scène » et puis vous allez le revoir quelques années plus tard et là vous aimez bien sa performance et vous changez complètement d'avis. Je pense profondément qu'il se passe la même chose lorsqu'on est devant une œuvre de cinéma et qu'on le voit dans un certain contexte, avec un certain regard, avec une certaine philosophie, et ça fait que du coup ce film, qui potentiellement pouvait donner l'impression de ne pas être dirigé pour nous, et ben plus on va grandir peut-être, ou plus on va être dans une meilleure humeur, ou plus on va avoir un regard un petit peu différent sur soi, et ben c'est là en fait que ce film va avoir un nouvel impact sur nous et qu'on va se dire « Ok, là il me parle, là il me semble cohérent, là il me semble nécessaire, là il me semble avoir une logique ce film. » Le premier exemple que j'ai envie de vous citer qui était comme ça, c'était lorsque j'étais en école de cinéma. C'est un exemple au travers duquel j'ai envie d'évoquer aussi le fait que parfois, lorsqu'on a un avis tranché sur un film, on peut se mettre des gens à dos. Ce qui est très bête et très puéril, mais ça m'est malheureusement arrivé. Parce que, en école de ciné, j'ai regardé Irréversible de Gaspard Noé, qui est un film, au début, que je n'ai pas apprécié. Parce que j'étais pas dans une optique d'ouverture au cinéma de Gaspard Noé, et c'est un cinéaste que je découvrais presque, tout simplement, avec ce film. C'est un cinéaste dont j'avais entendu parler, dont j'aimais bien par exemple Enter the Void, mais je m'étais jamais réellement plongé dans son cinéma, et c'est réellement avec Irréversible que je me suis plongé dans sa filmographie. Et Irréversible, la première fois que je l'ai vu, je ne l'ai pas aimé. J'ai trouvé le film long, j'ai trouvé le film bizarrement dirigé, j'ai trouvé le film trop nébuleux et trop perché, et du coup j'ai pas aimé le film. Et c'était le début où j'ai commencé à donner mes avis un petit peu sur Internet, pas sur YouTube à ce moment-là, j'étais pas encore sur YouTube, mais sur Internet, notamment sur Facebook, où je tenais une page. Et les gens n'ont pas été réceptifs et je me suis fait un peu dégommer en mode « tu comprends pas le cinéma de Gaspard Noé », etc. Et puis, quelques années plus tard, lorsqu'est sorti Love, j'ai eu envie de me refaire une bonne partie de la filmo de Gaspard Noé, notamment parce qu'à l'époque, je préparais un portrait autour de lui. Et très sincèrement, j'ai beaucoup plus aimé à ce moment-là Irréversible. Et encore aujourd'hui, j'estime que c'est vraiment un bon film, mais que la première fois que je l'ai vu, je ne l'ai pas vu dans le bon contexte. Peut-être un contexte, si ce n'est forcé, en tout cas un peu obligé, parce qu'on m'avait dit regarde-le, on m'avait dit il faut absolument que tu le regardes, etc. Et du coup, je l'ai vu à ce moment-là et il m'a pas traversé au tout début. Et c'est avec le temps que du coup, j'ai pu apprécier réellement le film. Donc, je pense que le temps joue beaucoup, mais aussi le contexte. Parce que souvent, on a tendance à vouloir forcer les gens à regarder des films en lui disant « Ah, il faut absolument que tu regardes tel film, c'est le film absolument essentiel. »
Il y a eu un gros débat dernièrement sur YouTube par rapport à ça, notamment avec la cinéphilie, comme quoi quelqu'un qui n'avait pas vu Le Parrain n'aimait pas réellement le cinéma. Ça, je pense foncièrement que c'est un mauvais débat parce que un film, il faut le regarder au moment où on a besoin de le regarder, parce que si on le regarde de manière forcée, parce que, entre guillemets, c'est un passage obligatoire pour les cinéphiles, bah, vous voyez bien ce qui se passe, c'est exactement ça. On se retrouve à avoir un avis un peu biaisé, et c'est que lorsqu'on décide de se replonger dedans, et qu'on a un autre avis, et qu'on a un autre regard, et qu'on a un autre contexte, que là, potentiellement, et ben, on va apprécier le film. Et on va se dire, ah là, il m'a réellement touché, là, il a réellement réussi à me transporter quelque part. Un autre exemple qui va parfaitement là-dedans, et dans le sens où il faut avoir absolument vu ce film si on veut être cinéphile, c'est Citizen Kane. Pour être sincère, Citizen Kane, la première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé long, et je comprenais pas pourquoi c'était un chef-d'œuvre. Enfin, plus bizarrement, je comprenais qu'on puisse appeler ce film un chef-d'œuvre, mais je trouvais qu'il n'avait plus son aspect de chef-d'œuvre qui était actuel au moment où j'avais vu le long métrage. C'est un peu barré, je sais. Mais en fait, je trouve que le film était bien foutu, mais je trouvais pas l'intelligence et la puissance qu'on n'arrêtait pas de me vanter autour de ce long métrage depuis de nombreuses années. Et puis, dernièrement, j'ai revu Citizen Kane, parce que je me l'étais commandé en Blu-ray, et là, j'ai complètement compris. J'ai complètement cerné la fascination qu'il pouvait y avoir autour de ce film, et j'ai surtout réussi à cerner que oui, c'était clairement un chef-d'œuvre. Par de nombreux aspects, notamment mise en scène, notamment acteur, etc. Mais c'était un chef-d'œuvre. Et c'est surtout un film qui avait influencé de nombreuses générations. Mais encore une fois, on est dans cette optique que certains films, lorsqu'on les voit à un certain âge, là j'avais quoi, j'avais 20 ans, on n'est peut-être pas réceptif à ces films-là. Et là, j'approche de la trentaine, et j'ai revu Citizen Kane, et là, il m'a beaucoup plus parlé. Et j'ai bien mieux réussi à le comprendre. Et parfois, il y a même des films, ça va encore plus loin. Par exemple, La Nuit des Morts Vivants de George A. Romero, je l'avais jamais vu et je l'ai vu que dernièrement parce que quand j'étais plus jeune, ça me semblait compliqué de regarder un film de zombies en noir et blanc, avec très peu de musique, avec une lumière parfois un peu forcée ou des choses comme ça. Et du coup, je me disais, ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est pas le genre de film qui va réussir à me transporter ou qui va réussir à me faire quelque chose. Et ouais, c'est normal parce que lorsqu'on est plus jeune, on a envie de voir quelque chose d'impressionnant, quelque chose de divertissant, avec de la couleur, avec du mouvement, avec de l'énergie. Et se dire qu'on va revenir à un cinéma beaucoup plus plan-plan, posé, aux origines de celui-ci, parfois ça peut être déstabilisant, hein. C'est un truc tout bête, mais personnellement, en école de cinéma, je n'ai pas aimé le premier Nosferatu des années 20. Parce que ça me parlait pas, et parce que c'était très long. Et personnellement, je considère encore aujourd'hui que c'est un mauvais film, et peut-être que plus tard, dans quelques années, j'aurai envie de le regarder, et je dirais « Ah mais oui, mais je comprends maintenant pourquoi c'est un chef-d'œuvre ». La vie change avec le temps. Et le dernier exemple que j'avais envie de citer, c'est un exemple beaucoup plus récent, parce que c'est un exemple qui a forgé un regard que j'ai aujourd'hui sur le cinéma, notamment sur les petites productions indépendantes et sur les films de genre. Le premier Saw, la première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé immonde, je l'ai trouvé abject, je le détestais, je le trouvais mauvais, je le trouvais nul à chier, j'arrivais pas à l'apprécier, je trouvais que c'était un film qui était vraiment mal fait. Parce que j'étais pas réceptif à ce moment-là au cinéma de genre. Je suis quelqu'un qui, lorsqu'il était plus jeune, a vraiment grandi avec cette optique qu'une interdiction devait être respectée. Si un film avait une interdiction au moins de 12 ans, au moins de 16, au moins de 18, il fallait la respecter en tant que spectateur. Donc j'étais quelqu'un de, je dirais pas prude, mais en tout cas je faisais attention lorsqu'il y avait une interdiction. Donc Saw, j'ai attendu d'avoir 16 ans, et à 16 ans, j'ai regardé le premier Saw. Et je l'ai trouvé nul. Parce que j'étais pas réceptif à ce cinéma-là à l'époque. Lorsqu'on est jeune, on n'a pas forcément envie de se taper 1h30, 1h40 d'un cinéma très gore, très trash, un poil too much, et peut-être qui n'arrivera pas à nous transporter parce qu'on aura tellement peur finalement de la violence qu'on ne réussira pas à apprécier le divertissement qu'il y a derrière. Et du coup, Saw, quelques années plus tard, je l'ai revu, et aujourd'hui c'est devenu un de mes films de chevet. C'est devenu un de ces films que je porte parce que pour moi il représente une success story d'un réalisateur de genre qui a réussi à transcender beaucoup de facilités et beaucoup d'aspects du cinéma moderne pour réussir à livrer un film qui foncièrement est grandiose. Le premier Saw est grandiose. Le premier Saw est un modèle de cinéma indépendant américain où un jeune cinéaste débarque, a un concept et décide de le porter le plus loin possible. Encore aujourd'hui, les critiques sont divisées autour du premier Saw. En France, on l'a plutôt apprécié, mais aux États-Unis, par exemple,
c'est moite-moite. Il y en a certains qui considèrent que c'est un très grand film, il y en a d'autres qui considèrent que c'est quasiment une daube, voire un nanar. Et bien personnellement, je trouve que Saw, aujourd'hui, avec le temps, est devenu un film vraiment important. Un film qui a réussi à porter une génération de cinéastes de genre qui avaient des bonnes idées, des bons concepts et qui avaient envie de les porter au sein de films avec une réelle ambition. Et pas uniquement au sein de films complètement indépendants, parfois dénués de budget, mais réellement, je pense que sans un James Wan et son Saw, on n'aurait pas aujourd'hui des Jennifer Kent, des Ari Aster, des Robert Eggers, des David Robert Mitchell. On n'aurait pas ces cinéastes-là qui ont des idées et veulent les porter dans une certaine vision du cinéma de genre, qui peut parfois être de l'ordre de l'hommage, parfois être de l'ordre du clin d'œil, parfois être de l'ordre du grand message respectueux et hommageux au sein d'un 7e art qui les a influencés. Et c'est ça vraiment que j'ai retenu avec le temps. Mais encore une fois, comme quoi, je pense que l'âge, la temporalité et le contexte dans lequel on voit un film nous permet parfois de prendre un recul qui est nécessaire pour réellement apprécier une œuvre de cinéma. Parce qu'encore une fois, ça ne sert à rien de se forcer de regarder un film si on n'a pas envie de le regarder. J'enlève très clairement de cette catégorie tous les films que je critique aujourd'hui sur ma chaîne YouTube et pour lesquels ça se voit à 10 km que le film n'est pas bon et je vais le voir quand même parce que c'est de la curiosité maladive. Ma curiosité maladive m'a des fois embarqué dans des séances de cinéma où honnêtement, ça ne servait à rien d'aller aussi loin et ça ne servait à rien de se forcer à regarder des films aussi laborieux. Mais hors contexte de ça, il y a certains films, il ne faut pas les voir dans un contexte si on n'est pas prêt. Un exemple tout bête aussi, Les Incorruptibles de Brian De Palma, c'est un film que aujourd'hui j'adore et que je peux regarder en boucle et en boucle et en boucle. Mais je ne l'ai découvert qu'au premier confinement. Avant, je ne l'avais jamais vu. Bon, je l'ai regretté, mais je me dis que peut-être si je l'avais vu avant, ben, j'aurais eu un avis très différent et peut-être j'aurais pas autant kiffé ce film. Parce que la temporalité aurait fait que peut-être j'aurais pas aimé ce film à ce moment-là et que du coup, ben, je l'aurais peut-être pas autant apprécié qu'aujourd'hui. C'est voilà, je pense foncièrement que c'est pas une mauvaise chose de changer d'avis et c'est vraiment une réflexion que j'ai envie de vous poser là comme étant quelque chose qu'il faut avoir en tête. N'ayez pas peur de changer d'avis. C'est pas grave, hein. Si on a dit un jour qu'on détestait tel film et que quelques années plus tard finalement on se ravise, c'est pas grave. Il y a plein de films comme ça où ça arrive. Je sais pas, enfin, je pourrais vous citer par exemple, j'ai eu le plaisir dernièrement de redécouvrir Transcendance de Walid Pfister. Au cinéma, j'ai vraiment pas aimé. Je trouvais le film vraiment maladroit, mauvais, assez hasardeux et pas cool. Je l'ai revu dernièrement, je pense que je vais le rehausser un petit peu. Je dirais pas qu'il est parfait, loin de là, mais je trouve qu'il a beaucoup d'atouts et qu'il les porte assez bien au sein de son idée de base, même si elle est maladroite. Et il y a tout de même une belle direction de la photographie. Voilà. Donc n'ayez pas peur de changer d'avis. C'est pas une mauvaise chose, c'est pas grave. Et s'il y a, pardon du terme, un connard qui revient derrière vous et qui vous dit « Ah ouais, mais à l'époque, t'avais dit que ce film était nul et ben, maintenant tu l'aimes, t'es une vraie girouette », et ben vous lui direz que le temps a fait son travail et que peut-être sur lui aussi, le temps fera son travail. Voilà. Sur cette belle phrase, on va terminer cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, tiens, les films sur lesquels vous avez radicalement changé d'avis. Et je suis sûr qu'il y en a plein. Je suis sûr qu'il y en a plein où vous vous êtes dit « Ce film, à l'époque, je l'ai trouvé nul. Maintenant, aujourd'hui, je l'aime bien. » Mettez-les-moi dans les commentaires et puis on en discutera ensemble. Et d'ici là, je vais vous dire de continuer de regarder des films parce que c'est bien de regarder des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus.